Bienvenue dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. La société de navires norvégienne Clipper Shipping est condamnée à payer près de 900 millions de francs CFA au Togo pour avoir rejeté illégalement l'eau de fond de cale huileuse près des eaux togolaises. Les détails dans un instant. Les fortes précipitations en Côte d'Ivoire ont amené les autorités du pays à suspendre la vente des contrats d'exportation de son cacao. Ces fortes pluies entraînent une importante baisse des récoltes prévues pour début octobre. Et puis nous allons revivre la visite effectuée par la nouvelle directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Togo à Anéro pour constater les travaux réalisés dans le cadre du projet WACA. C'étaient les titres, à présent le journal. La société de navires Clipper Shipping, basée en Auvergne, a été condamnée à une amende de 1,5 million de dollars, soit près de 900 millions de francs CFA, après que l'entreprise a plaidé coupable d'avoir rejeté illégalement l'eau de fond de cale huileuse depuis le pétrolier Clipper Saturn, près des eaux togolaises. Cette condamnation a été prononcée par la justice américaine. Suivons ce commentaire pour plus d'explications. Selon le bureau du procureur américain pour le district sud du Texas, le 27 septembre et le 1er octobre 2021, le navire Clipper Saturn était ancré près de Lomé au Togo. Le chef mécanicien de l'époque a dirigé le transfert de l'eau de fond de cale huileuse dans le réservoir d'eau grise du navire qui a été ensuite déchargé directement par-dessus bord sous le couvert de l'obscurité. Pour effectuer cette opération, une section de tuyauterie a dû être retirée et un tuyau a été installé sur le système éducateur. Ce dispositif a été utilisé pour décharger directement les eaux grises par-dessus bord. Le personnel a ensuite réinstallé et repeint la tuyauterie dans la zone pour donner l'apparence que rien n'avait été retiré. Les autorités américaines ont découvert ces rejets lors d'une inspection du navire à Houston le 28 octobre 2021 et ont décidé d'engager des poursuites contre la société. Todd Kim, le procureur adjoint général de la division de l'environnement et des ressources naturelles du ministère de la Justice américaine, a indiqué que la garde côtière américaine doit pouvoir se fier à des registres véridiques à bord des navires et le département de la justice continuera à veiller à ce que les pollueurs soient pleinement responsables de leurs actes. La Côte d'Ivoire a suspendu la vente des contrats d'exportation de son cacao pour la saison 2023-2024 en raison des fortes précipitations récentes. Provoquées par le changement climatique, ces fortes pluies entraînent une importante baisse des récoltes prévues à partir d'octobre prochain. Cette situation alarme les responsables du Conseil Café-Cacao. Les détails avec Irène Papadina. En raison des fortes pluies de ces dernières semaines qui menacent la récolte de cacao en Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes ont suspendu la vente de contrats d'exportation de son cacao pour la saison 2023-2024. Cette suspension est principalement due à la situation climatique actuelle inquiétante. Le directeur du Conseil Café-Cacao, Yves Brahima Kone, a déclaré le jeudi dernier que la récolte principale, qui va débuter en octobre prochain, ne sera pas bonne. Ainsi, la Côte d'Ivoire ne pourra pas avoir une production suffisamment importante pour satisfaire la demande. Les mois de juin et de juillet sont traditionnellement pluvieux en Côte d'Ivoire, mais cette année, des précipitations particulièrement, notamment dans la région productrice de cacao. Les conséquences de ces pluies diluviennes sur la récolte sont multiples et variées. Il y a de la pourriture brune qui se développe parce que les cabosses reçoivent trop d'eau. Il y a également une mauvaise floraison qui réduit la production de cabosses. Pour rappel, le cacao ivoirien représente 45% de la production mondiale. Il contribue 14% au PIB national et nourrit 24% de la population de ce pays, d'environ 27 millions d'habitants.
Depuis quelques jours, l'Égypte subit de fortes températures qui entraînent une vague de chaleur suffocante. Ce phénomène pousse de nombreux Égyptiens à aller se baigner sur les berges du Nil. Cette vague de chaleur est l'une des conséquences du changement climatique. Retrouvons Irène Papadina. La vague de chaleur accablante avec des températures qui dépassent les 40 degrés Celsius en journée pousse depuis quelques jours de nombreux Égyptiens aux revenus modestes à aller se baigner sur les berges du Nil. Ils profitent d'un peu de fraîcheur dans la ville d'El Kanater, reconnue pour ses immenses portes d'eau situées à l'extrémité du triangle du delta du Nil. Hommes, femmes et enfants viennent y passer leur journée pour économiser du temps, de l'argent et profiter de la nature. Nous venons ici en été, comme vous le voyez, pour nous rafraîchir avec nos enfants. C'est mieux que de parcourir de longues distances pour atteindre Alexandrie. El Anater, c'est le lieu de villégiature des pauvres. Nous venons ici parce que c'est la station balnéaire des plus démunis. Nous ne pouvons pas aller à Sharm el-Sheikh ou à Alexandrie ou ailleurs, mais ici c'est gratuit. Nous y passons quelques heures et retournons chez nous. Même si les berges du Nil ne valent pas les eaux turquoises de la mer Rouge ou le bain de Cléopâtre sur la côte nord du pays, ces chutes d'eau douce ont le mérite d'être accessibles gratuitement, une aubaine pour le budget des familles nombreuses. L'Égypte n'est pas le seul pays concerné par une alerte caniculaire. Des températures records sont ressenties sur plusieurs continents. Les mers, les océans ne sont pas épargnés. Selon l'Organisation météorologique mondiale, les températures de surface de la mer Méditerranée devraient monter à plus de 30 degrés Celsius. En France, la climatisation est utilisée par une partie des populations pendant l'été pour mieux s'adapter à la canicule. Malgré son rôle d'assurer le contrôle thermodynamique sur l'environnement, ce système d'air conditionné impacte aussi négativement l'environnement. Les explications avec Rafietou Bereko. En Europe, la saison de l'été est généralement perçue comme la saison la plus chaude avec des températures plus élevées. Elle est caractérisée par des canicules, conséquence du réchauffement climatique. Pour faire face à ces canicules, plusieurs techniques sont utilisées, notamment la climatisation. En France, au moins 25% des populations utilisent le climatiseur. Ce système d'air conditionné permet de baisser la mortalité pendant les canicules. Néanmoins, la climatisation est aussi source de la chaleur. Au-delà de sa consommation folle d'énergie pour fonctionner, elle rejette l'air chaud à l'extérieur, renforçant les îlots de chaleur urbains en ville. Créée en 1902 par l'ingénieur américain Willis Haviland Carrier, la climatisation serait à elle seule responsable d'une augmentation de 2 degrés de température à Paris en période de canicule. Selon une agence internationale de l'énergie, le nombre de climatiseurs pourrait atteindre 5,5 milliards d'ici 2050 contre un peu plus d'1 milliard aujourd'hui. Le gouvernement a annoncé le mois dernier l'acte 2 de son plan de sobriété pour inciter les Français à réduire leur consommation de la climatisation tout au long de l'année. La forêt amazonienne perd de sa beauté en Colombie. Cette situation provoque de l'insécurité et la violence dans ce pays d'Amérique latine. Les organisations de défense et de protection de l'environnement alertent sur la situation et proposent des mesures pour préserver l'environnement et la paix dans cette région qui est l'un des poumons verts de la planète. Iva Samana pour les précisions. La déforestation massive de l'Amazonie menace l'environnement et la situation ne cesse de se détériorer. En Colombie, l'environnement connaît une inquiétude de dégradation et les communautés indigènes sont particulièrement affectées. Elles perdent leurs terres et leurs moyens de subsistance. Selon un rapport de l'Institution publique et scientifique de surveillance de l'environnement IDIM, la forêt amazonienne a perdu en Colombie plus de 200 000 hectares en 2 ans. Outre cela, un climat dangereux règne dans la région colombienne de l'Amazonie. Plusieurs organisations de protection de l'environnement, soutenues par le Fonds mondial pour la nature, s'alarment en affirmant que les cultures illicites, le trafic de drogue, l'exploitation minière et l'élevage de bétail ainsi que l'agriculture ont non seulement alimenté la dégradation de l'environnement et la déforestation dans la région, mais aussi une augmentation de la violence. L'ONG britannique Global Witness a répertorié malheureusement 65 assassinats de défenseurs de l'environnement il y a 2 ans. Cette crise environnementale s'accentue
et les autorités échouent à protéger ceux qui se battent pour la cause écologique. Les ONG recommandent d'améliorer leur protection avec une meilleure coordination locale, nationale et internationale. Elles proposent d'aborder le contrôle de la déforestation et les activités illégales comme faisant partie d'une stratégie plus vaste en faveur de la paix. Notons qu'avec 400 000 km², l'Amazonie colombienne occupe environ le tiers de ce pays de l'Amérique latine. Le fleuve Amazone y coule sur 120 km dans cette région, couverte majoritairement par la plus grande forêt tropicale du monde qui regorge d'une faune et d'une flore très diversifiées. En Uruguay, les autorités ont annoncé la semaine dernière la mort de près de 2000 manchots sur les côtes orientales. Pour l'heure, la cause de ce grand massacre reste inexpliquée, mais les défenseurs de l'environnement pointent du doigt la surpêche et la pêche illégale. Le commentaire est signé Rafietou Bereko. La semaine dernière, les autorités uruguayennes ont annoncé la mort de près de 2000 manchots retrouvés sur les côtes orientales d'Uruguay en seulement 10 jours. Selon la chargée de la faune au ministère uruguayen de l'environnement, Carmen Leizaguen, ces manchots de Magellan sont morts dans l'océan Atlantique avant d'être ramenés par les courants sur les côtes des départements de Canelón, Maldonado et Rocha. La cause de cette hécatombe n'est pas encore identifiée, mais les défenseurs de l'environnement s'en prennent déjà à la surpêche et à la pêche illégale. Des tests ont été réalisés pour déterminer la présence de la grippe aviaire, mais les résultats se sont révélés négatifs selon Carmen Leizaguen. Elle ajoute en affirmant que 90% sont des jeunes spécimens qui arrivent sans réserve de graisse avec l'estomac vide. Richard Trésor de l'ONG SOS Sauvetage de la faune marine a également souligné. À partir des années 1990 et 2000, nous avons commencé par voir des animaux qui manquaient de nourriture. Selon lui, la cyclone apparue dans l'Atlantique qui a frappé le sud-est du Brésil en mi-juillet aurait probablement entraîné la mort des individus les plus faibles en raison des conditions climatiques. La chargée de la faune au ministère uruguayen de l'environnement a aussi rappelé qu'un carnage similaire avait eu lieu l'année passée au Brésil pour une cause aussi non connue. La nouvelle directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Togo, Marie-Chantal Ouaili-Girard, a effectué une visite des travaux réalisés sur le projet Waka ce 21 juillet de la commune de Lac 1 à Anéro. Cette visite vise le constat des défis de l'érosion côtière togolaise et les travaux réalisés pour lutter contre cette érosion. C'est également une rencontre d'échange avec les autorités locales et les bénéficiaires des actions du projet. Le compte rendu dans ce reportage. Après être accueillie de façon chaleureuse et symbolique par le maire de la commune des Lacs 1, Marie-Chantal Ouaili-Girard, directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Togo, a échangé avec les autorités locales et quelques bénéficiaires des actions du projet Waka. À la fin de cet échange, la nouvelle directrice et sa délégation ont effectué une descente sur le terrain pour constater les travaux réalisés pour la protection côtière à Anéro. Elle se dit satisfaite des actions du projet. La première chose, c'est que le programme Waka avait été fait pour effectivement protéger les côtes. Eh bien, j'ai pu voir que ça, c'est une réalité dans cette commune. Mais plus important, c'est la deuxième chose, les projets connexes que le maire a pu développer. J'en ai visité quelques-uns avec la forêt de la ville. J'ai vu ce que ça a pu changer dans la vie des gens. Parfois, quand on conçoit les programmes à la banque, ça prend quelques années pour voir l'impact. Mais ici, on peut le voir en direct. Troisième chose plus importante, la Banque mondiale vient de réviser sa mission. Ça veut dire vraiment réduire la pauvreté tout en s'assurant qu'on vit sur une planète vivable. Eh bien, le programme Waka est un exemple de ce qu'on peut faire quand on applique cette mission de la banque. Et quand j'ai écouté les bénéficiaires, quand j'ai écouté le maire, je me suis dit, si j'ai besoin d'avoir une motivation de faire mieux pour les appuis de la banque dans tous les pays que je vais couvrir, je vais revenir ici. Parce que c'était vraiment une inspiration de ce que l'impact peut avoir comme type de programme. Vous savez, à la fin de la journée, les personnes que nous servons, ce sont les populations. Quand j'écoute de mes enfants à l'école, quand j'écoute cette dame que j'ai rencontrée dans la forêt de la ville
qui me dit ce projet m'a permis de créer un revenu pour amener mes enfants à l'école, pour qu'il y ait vraiment un changement dans ma vie. C'est pour ça que la banque existe. Donc je suis très satisfaite. C'est pour ça que je vous dis que quand j'ai besoin de motivation, je reviendrai voir ce que ce programme fait. Je suis extrêmement satisfaite et j'ose espérer que ce programme qui est maintenant dans 6 pays et bientôt dans 9 pays pourra avoir autant d'impact dans chaque pays, ce que j'ai vu dans cette commune. Pour l'autorité communale Alexis Akereburu, le projet Waka réalisé sur plusieurs dimensions remet l'avenir de la commune des Lacs un beaucoup plus rose. Je me réjouis excellemment de la visite de Madame la coordinatrice de la Banque mondiale à Anéro, dans la commune Laquin, qui est venue constater de visu le changement apporté par le projet Waka à la commune, mais plus qu'à la commune, à ses populations dans toutes ses composantes, à la fois des hommes et des femmes. Au-delà de ce projet de lutte contre l'érosion côtière, qui, en raison de sa réalisation dans les délais les plus brefs, a arrêté l'avancée de la mer et a empêché justement la mer de venir dans nos maisons et a réconcilié la population de la commune Lac 1 avec la mer. Ce projet a d'autres dimensions. Cette dimension consiste à avoir renforcé les activités génératrices de revenus, à créer dans la commune de Lac 1 des services de voirie qui permettent un enlèvement régulier des ordures. Elle a permis également à la population de bénéficier d'un certain nombre de projets, notamment de creuser, notamment la construction de latrines publiques, mais également auprès des femmes, des activités génératrices de revenus, sans compter la plantation de mangroves, dont le rôle dans la conservation et la génération de carbone n'est plus à rappeler. Et ce projet, donc, je disais tantôt, a changé notre vie dans la commune, en ce sens que non seulement elle nous a été utile pour lutter contre l'avancée de la mer, mais plus encore, elle a permis la lutte contre la pauvreté, la lutte pour la création de richesses et surtout, elle a remis la commune dans un avenir beaucoup plus rose. Rappelons que les travaux de la protection côtière ont été officiellement lancés par le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe le 3 novembre 2022 à Anéro. À ce jour, 6 épis et une brise-lame ont été construits. Le rechargement de sable entre les casiers est réalisé à 100%. La construction de la digue de sable contre les submersions marines est faite et il ne reste que la construction des infrastructures socio-économiques et la végétalisation de la digue à Anéro. Au cours de la 36e réunion du Conseil d'administration des fonds verts tenue à Lomé, la Banque ouest-africaine de développement BOAD a été réaccréditée. Cette réaccréditation permettra à la banque de recevoir des ressources financières pour financer des projets visant à lutter contre les changements climatiques dans la région de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Suivons le commentaire pour les précisions. La Banque ouest-africaine de développement BOAD pourra mobiliser jusqu'à 250 millions de dollars par projet, soit 146 milliards de francs CFA pour les États membres. Ces fonds seront disponibles sous forme de dons, de prêts à faible taux d'intérêt, de garanties de lignes de refinancement. La BOAD est déterminée à soutenir les États membres dans le financement des projets ambitionnant d'atténuer et de réduire les effets du changement climatique. La réaccréditation de la BOAD est motivée par ses interventions dans les domaines tels que les infrastructures, l'énergie, les moyens de subsistance, les forêts, les écosystèmes, la santé, l'alimentation et la sécurité hydrique. Ces secteurs correspondent aux résultats visés par le Fonds vert climat. La banque renforce ainsi son rôle dans la lutte contre le changement climatique en Afrique de l'Ouest. Elle contribuera à un développement économique durable et décarboné dans la région. Le fonds de la BOAD contribuera à améliorer les conditions de vie des populations et leur cadre de vie. Il s'inscrit dans une démarche résolue vers une croissance économique verte plus inclusive, durable et équitable au sein de la zone UEMOA. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi très fidèlement sur Green TV International.